Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfrin avec vous pour ce premier webinaire de la semaine. Nous sommes le lundi 15 janvier 2018. Aujourd'hui, on va faire un petit briefing de ce qui va se passer cette semaine. On a quelques petites annonces attendues. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, le résumé de la science asiatique ce matin, nous avons le yen qui est à l'équilibre, plus 0,04% après une belle poussée la semaine dernière. Le gold qui continue de progresser, plus 0,58% dans la lignée de la baisse sur les marchés obligataires la semaine dernière. Le Nikkei qui rebondit après une fin de semaine plutôt en prise de bénéfices. Et le Hang Seng qui se stabilise après avoir marqué sa plus longue série de hausses de son histoire. Voilà. Euh, Au niveau du calendrier économique, alors on n'a pas vraiment d'annonces qui sont attendues aujourd'hui. On aura peut-être les ventes au logement au Canada qui seront, qui pourraient peut-être faire bouger légèrement le marché. D'ailleurs, pour ce qui est du Canada, nous avons la Banque du Canada qui devrait, d'après plusieurs experts, hein, beaucoup d'experts, remonter une nouvelle fois ses taux de 25 points de base mercredi. Donc mercredi, on devrait avoir une hausse des taux à la Banque du Canada. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le marché a pricé cette hausse? Euh, donc ça, c'est un peu relatif pour répondre à cette question. Il n'y a pas réellement comment dire, de moyens de mesurer cela. Moi, je ne pense pas que le marché a totalement pricé encore cette hausse des taux. Ça reste, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Le dollar CAD n'a pas beaucoup progressé. On va regarder le CXY juste après. Mais voilà, on a le dollar CAD qui n'a pas vraiment été dans un bull market ces dernières semaines, soutenu certes par le pétrole, mais pas vraiment par la politique monétaire. Donc je pense qu'il y a une petite marge, du moins, petite marge de progression pour le dollar CAD cette semaine. Et au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, nous avons aux États-Unis, c'est un jour férié aux États-Unis, pardon, c'est Luther King's Day, donc les marchés américains seront fermés. Voilà. Alors je salue la salle de trading. Bonjour à vous Didier et très bonne semaine. Et bien écoutez Didier, merci et vous aussi également. Hein. J'espère que vous aurez plein de pips. Pascal également, bonjour. Eliane que je salue, Catherine, Olive, Frédéric, voilà, plein d'habitués. Ça fait plaisir de vous retrouver. Peut-on voir en train le footy? Très bien. Catherine, on va regarder le footy. Il n'y a pas beaucoup de mouvements ce matin, donc on va prendre le temps de regarder le plus d'actifs possible. On commence comme d'habitude par le DXY avec son épaule tête-épaule qui a été validé donc en fin d'année dernière et dont l'objectif a été atteint vendredi. Vendredi avec cette belle baisse comme on peut le constater. Donc voilà, belle baisse du DXY, cassure en dessous du niveau de support. Est-ce que c'est le moment de rentrer à la vente? Je ne pense pas. En tout cas, la tendance est clairement baissière. Elle est clairement baissière, donc voilà, moi ce que j'attends c'est un pullback à ce niveau de prix, pardon, 91 points. Pourquoi 91? Eh bien parce que c'est le précédent plus bas de prix clôture de l'année 2017. Voilà, en 2017, le plus bas de prix clôture journalier était ce niveau de prix. 91 points. Donc quand on aura un pullback à 91, ça sera le moment de vendre. Et je pense que nous en aurons un. Voilà, c'est qu'une question de patience d'ici une semaine, un petit peu à l'image de ce qu'on a là, regardez. Euh, Ici, alors voilà, on a un support, breakout, le pullback. Ici, on a le breakout, un petit pullback, donc pas jusqu'en haut, mais on en a un. Euh, Ici, on l'a pas vraiment. Ici, on en a un qui est un peu plus haut. Mais voilà, puisque le DXY c'est un index, le pullback est généralement un petit peu plus propre que lorsque c'est une paire classique. En tout cas, c'est mon observation que j'ai faite. Donc voilà, ce plus bas, 91 points, je m'attends à qu'il soit retesté probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Et s'il est retesté, ce sera le moment de vendre le DXY. Donc devant le DXY face à des devises fortes. Les devises fortes, on a sur un mois glissant l'euro, le NZD, l'AUD. Le CAD arrive en quatrième position, suivi par le GBP, le CHF et le yen. Je vous rappelle que les trois devises
les plus sous-évalués depuis 2010, c'est le CAD, l'euro et le yen. Et ensuite le GBP. Donc pour moi, ces quatre devises, c'est les devises à s'intéresser à l'achat face au dollar. Lorsque le dollar se baisse, ceux qui en général vont être les plus bénéficiaires de cette baisse, ça va être les devises les plus sous-évaluées, c'est-à-dire le CAD, le GBP, l'euro et le yen. Voilà. Et étant donné que l'euro, le yen, elles sont dans une optique à moyen long terme d'une normalisation et que cette normalisation de la politique monétaire n'a pas été totalement pricée, pour l'euro et encore moins pour la Banque du Japon. Donc voilà, il y a une marge de progression qui est quand même assez importante sur l'USD yen ou sur l'euro dollar. Un petit peu moins sur l'euro dollar, mais voilà, ça reste quand même important. Donc DXY, plutôt un avis neutre cette semaine. Si on a un rebond jusqu'à 91 points, ça sera un prix d'entrée qui sera selon moi intéressant pour passer à la vente. Je pense que les 93, on peut les oublier. Alors pourquoi on a eu cette baisse du DXY? Tout simplement parce que l'inflation a été un peu divisée. Vendredi dernier, on a eu certes une accélération de l'inflation core, mais au niveau de l'inflation classique, eh bien, elle a ralenti. Donc voilà, on n'a pas eu en tout cas, le marché n'a pas interprété ces annonces, ces chiffres comme des bonnes statistiques, ce qui lui a invité à vendre le dollar. Alors qu'en zone euro, on a des statistiques macroéconomiques qui s'améliorent avec, je vous rappelle, la BCE jeudi, qui a changé un petit peu de ton, en tout cas, elle a changé de discours en indiquant qu'elle reverrait son langage relatif à sa politique monétaire début d'année 2018. Ce qui veut dire que on attend que au deuxième trimestre de l'année, on va dire avril, mai, juin, qu'elle commence à vraiment confirmer la fin du QE qui devrait se terminer en décembre. Voilà, donc avril-mai, on attend des nouveaux propos de normalisation de la Banque centrale européenne. C'est pour cela que, eh bien, vous savez que l'euro ou le dollar, dès que l'euro est haussier, dollar est baissier et vice versa. Le premier impacté par la hausse de l'euro, ça va être le dollar. Et le premier impacté par la hausse du dollar, ça va être l'euro également. Voilà, donc forcément, si on a une hausse de l'euro, eh bien, on a une baisse du dollar. Néanmoins, l'euro-dollar est sous résistance, 1,2230. C'est une résistance mensuelle, donc faut faire attention. Si on a un rebond, alors je ne dis pas qu'il y aura si on a un retour de l'euro-dollar à 1,21, qui est le précédent plus haut de 2017, et qui correspond donc à 91 points sur le DXY, eh bien, ça sera un niveau d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Si on vient ici, ce sera potentiellement intéressant pour viser le haut du canal baissier de long terme. Je vous rappelle que l'euro-dollar est inscrit à long terme dans ce canal. Alors excusez-moi pour la propreté, c'est pas très lisible comme cela. On va se mettre en mensuel, c'est peut-être un peu mieux. Non, ça change pas grand-chose. Bon, en mensuel, on peut voir que l'euro-dollar est inscrit dans ce canal qui a commencé en 2008. Et donc l'objectif technique, c'est un retour en haut de ce canal, aux alentours des 1,25. Voilà, donc plutôt une opinion haussière sur l'euro-dollar pour du long terme. À court terme, encore une fois, si on a un retour à 21, c'est achat sur euro-dollar. Alors, Pascal qui me dit content de notre avec toi. Écoutez Pascal, merci. Moi aussi je suis content de vous retrouver en ce lundi. Bildo, bonjour à tous. Voilà, Olive. À l'occasion d'un petit mot sur le DAX en intraday. Très bien, on va passer aux indices juste après le FX. Je vois qu'il y a quelques questions quand même sur les indices boursiers. Pour toi, euro-dollar achat de la part d'Alexandre. Eh bien écoutez Alexandre, pas maintenant parce qu'on est sous résistance. Maintenant, si on revient sur ce support, pour moi, ça sera un niveau de prix qui commencerait à être intéressant. L'idéal, je vous le cache pas, ça serait un retour à 1,20. 1,20, c'est psychologique. Voilà, ça serait vraiment l'idéal. Mais bon, ça devrait se faire, mais à plus long terme. Disons, d'ici quelques semaines, pourquoi pas. Mais donc à court terme, voilà, 1,21, ça serait déjà, à mon goût, suffisant pour viser les 1,22, 1,23. Voilà, maintenant, ce qu'il faut regarder sur le DXY, c'est qu'on est à 90,30.
Là, le prochain support, comme vous l'avez compris, c'est le seuil psychologique à 90. Alors d'ailleurs, je vais refaire un petit peu, mais voilà, on va refaire les niveaux de résistance ensemble, parce que c'est peut-être pas très lisible. Hop, donc on se met sur graphique mensuel et on prend les pivots, les prix de clôture. Hein. Voilà, donc là on a plus bas de 2017, il est ici. On va en mettre un là, parce que c'est là où le cours a rebondi. Et donc voilà. Et on a ce fameux niveau de prix qui est le plus bas de 2017. Le plus bas journalier de 2017, pardon. Et qui serait un niveau de prix intéressant pour passer à la vente, encore une fois, sur le dollar. L'avantage de shorter le DXY face à par exemple l'euro, face à acheter l'euro dollar ou vendre le USD yen, etc., c'est que en vendant, ça peut paraître bête hein, ce que je veux dire, mais en vendant le DXY, vous tradez uniquement la baisse du dollar. Alors que si vous achetez l'euro dollar, vous êtes d'accord que certes vous vendez le dollar, mais vous achetez l'euro, c'est-à-dire que vous tablez sur une hausse de l'euro. Si vous vendez l'USD yen, c'est-à-dire oui vous vendez le dollar, mais vous payez le yen. Voilà, donc un des avantages de trader DXY, si je devais en donner un, c'est que vous tradez uniquement le dollar, c'est tout. Dedans, dans le DXY, certes, il y a des composantes, il y a l'euro dollar, l'USDN, etc. Et l'euro dollar est la paire qui a la plus forte pondération dans le DXY, mais ça reste quand même un indice qui est plus ou moins équilibré. Voilà, les deux constantes qui influencent le plus le DXY, c'est l'euro dollar, suivi par l'USD-yen. Donc voilà, entrez dans le DXY, j'ai envie de dire, c'est pas que vous êtes plus diversifié, mais au moins, je pense que vous diminuez le risque et ça permet que, eh bien, si vous avez une opinion que sur le dollar, vous tradez que le DXY. Donc moi personnellement, comme vous connaissez mon opinion de moyen terme, hein, je vais la redire pour parce que j'ai vu qu'il y a quelques nouveaux aujourd'hui dans le webinaire. Mon opinion sur le dollar, le marché table sur 3 hausses des taux en 2018, comme ce qu'indiquait le communiqué du FOMC. Les projections d'inflation sont autour de 1,9-2% pour cette année, ce qui n'est pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui on est aux alentours de 1,7, 1,8. Donc au niveau du PCE Core, excusez-moi, au niveau du PCE Core et au niveau de l'IPC, on a 2,1. Voilà. Donc on n'a pas vraiment de changement de l'inflation, une légère amélioration, mais pas grand-chose. Donc au niveau des catalyseurs, je pense que le marché a déjà intégré tous les arguments de la Fed. Donc, si on a une hausse du dollar en 2018, c'est-à-dire qu'il y aurait des surprises, des bonnes surprises. Or, les bonnes surprises, que ça serait une inflation qui serait au niveau de l'IPC à 2,5 et au niveau du PCE Core au-dessus de 2%, ce que j'ai du mal à croire, à part si le pétrole remonte à 80 dollars, mais pour le moment, ça me semble pas encore très probable. Et si on a la Fed, enfin, si on a le marché qui commence à presser 4 hausses des taux pour 2018. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un rebond du dollar. Mais dans le cas contraire, si on n'a aucun de ces deux scénarios-là, je vois pas pourquoi le dollar paierait. Parce qu'il a déjà intégré au prix les 3 hausses des taux. Donc tant qu'il y aura que 3 hausses des taux qui seront attendues par le marché, et tant qu'il y aura que 3 hausses des taux qui seront anticipées, prévues par la Fed, je pense que le dollar va garder une tendance baissière à l'image de ce qu'on a connu en 2017. Alors peut-être pas autant, mais en tout cas, il n'y aura pas de cap haussier. Il n'y aura pas d'orientation haussière. Et d'un point de vue technique, tant qu'on reste sous la moyenne mobile à 200 jours, illustrée en noir sur ce graphique, eh bien on reste dans une tendance baissière, et donc, comme vous savez, la tendance est notre ami. Donc dès que on a des points d'entrée intéressants, dès qu'on a des zones de rebond, et qu'on a sous résistance, eh bien c'est le moment techniquement de rentrer à la vente. Voilà. Donc si on a une cassure, si on a un breakout de 90 dans les prochaines séances, prochaines semaines, donc un breakout hebdomadaire, hein, parce que journaliste, ça ne suffira pas pour donner un signal vraiment important, étant donné que c'est un fort niveau. C'est un niveau important, 90, un gros seuil psychologique. Donc si on casse 90 en hebdomadaire, eh bien c'est comme un petit peu les 100, des 100 points. On casse les 100, pullback, et c'est parti, un nouveau rallye baissier. Voilà, donc le DXY, personnellement, j'ai aucune, en ce moment, en janvier, je n'ai aucune opinion haussière sur du moyen long terme.
Donc voilà, c'est une devise qui est selon moi en 2018 toujours à shorter. Face à des devises qui ont une marge de progression beaucoup plus importante telles que l'euro, le yen, le GBP ou même le CAD. Voilà, donc pour résumer sur ce DXY, moi je suis baissier. Bon là on est quand même proche d'un niveau de support, donc vendre le DXY à ce niveau de prix ça me semble un peu risqué. Mais si demain on a un retour à 91, ça serait intéressant pour passer à la vente. Ou si on a un breakout de 90, un breakout hebdomadaire, ça serait également intéressant pour passer à la vente. Et l'euro dollar s'enflammerait jusqu'à 1,24, si c'est le cas. Et l'USD yen reviendrait à 108. Voilà. En parlant de l'USD yen, je pense qu'on peut s'attendre à un retour à 110 d'ici les prochaines séances. Retour à 110. Ensuite, on devra avoir un rebond. Pourquoi? Parce que le marché devrait prendre une partie des bénéfices sur le yen. Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait quand même eh bien 5 séances consécutives de baisse, de hausse sur le yen. Étant donné que c'est en baisse sur le yen, c'est-à-dire que c'est en hausse sur le yen. Donc voilà, on devrait avoir une petite prise de bénéfices qui devrait arriver sur le prochain support. Prochain support, il est à 110. Donc voilà, pour moi, il y a une baisse qui va se faire jusqu'à 110 cette semaine. Et ensuite, on va attendre le rebond. Le rebond, bon, s'il revient à cette moyenne mobile à 200 jours, ça serait intéressant pour passer à la vente. En plus de cela, on peut voir que le momentum arrive sur un support qui n'a pas été dépassé tout au long de l'année 2017. Donc voilà, prudence sur l'USD Yen, prudence pour les positions vendeuses. Je pense qu'on arrive en bout de course sur du court terme. Pour ce qui est de l'USD CAD, bon, on a un repli de l'USD CAD sous 1,25 et quelques. Alors l'USD nous a joué des petits tours la semaine dernière entre la force du pétrole et la faiblesse du dollar en fin de semaine, alors que rien n'était joué. Lorsqu'on avait en intraday, je me souviens, ce dépassement de sa résistance à 1,2550. Bon, pour ceux qui sont à l'avant depuis le début de la stratégie vendeuse, c'est-à-dire depuis 1,29, eh bien, on maintient la position vendeuse, on la maintient jusqu'à 1,21, voire même 1,20. Pourquoi? Dans la lignée de la Banque du Canada mercredi et la hausse des cours de pétrole. Même si le pétrole devrait, à court terme, je pense, se stabiliser. Le Brent est à 70, donc voilà, prudence sur les stratégies haussières pétrole. Alors, Olive qui me demande, pardon, vers quelle heure sera dispo ce webinaire sur YouTube? Alors, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je pense que une à 2 heures après la fin du webinaire il devrait être en ligne. Voilà. NZD-USD stratégie toujours, enfin opinion toujours haussière. On est à 0, près de 0,73. Je pense qu'à moyen terme, on va venir chercher les plus hauts à 0,75. Pour la UD-USD, eh bien il est soutenu par le cours de l'or. Alors on va faire une petite parenthèse sur le cours de l'or. Cours de l'or, on a toujours cette stratégie acheteuse jusqu'à 1350 qui devrait, je pense, aboutir cette semaine. Le cours de l'or qui est favorisé par plusieurs critères, dont la baisse du dollar et, comme vous avez pu le constater la semaine dernière, hein, on a le marché obligataire qui s'est tendu après la BOJ et la banque la banque populaire de Chine. Donc on a un marché obligataire qui s'est tendu. Marché obligataire, c'était ou c'est toujours, mais un petit peu moins peut-être, un marché refuge. Étant donné que les politiques, on a des politiques monétaires extrêmement accommodantes qui rachètent des obligations. Donc on va dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y avait pas de risque jusqu'à aujourd'hui sur le marché obligataire depuis l'émergence des politiques accommodantes, c'est-à-dire depuis on va dire 2010-2011. Maintenant, on voit qu'on a une normalisation quand même de plus en plus des politiques monétaires. Ça a commencé par la Fed il y a de cela 2-3 ans. On a la Banque du Canada qui a suivi cette année, la Banque d'Australie, la Banque néo-zélandaise qui va suivre normalement cette année, la BCE, la BOJ l'année prochaine. Donc voilà, on était dans un cycle de politique monétaire extrêmement généreux ces dernières années. On arrive de plus en plus dans une normalisation. Donc, pour résumer, les banques centrales, enfin pour illustrer un petit peu, toutes les banques centrales mondiales avaient inondé le marché, surtout obligataire, en achetant beaucoup d'obligations, que ce soit souveraines, que ce soit d'entreprises, que ce soit voilà, en achetant énormément d'obligations. Maintenant, elle tend à diminuer ses rachats ou même diminuer le renouvellement, pardon, ou même à diminuer leur bilan, comme la Fed. Donc on a un marché obligataire qui est en train de se tendre, Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un crash, hein, mais
voilà, on peut avoir une petite baisse, c'est ce qu'on a actuellement. Donc le marché obligataire qui était jusqu'à aujourd'hui un marché refuge, eh bien le marché anticipe cette petite baisse en comment dire réorientant leur devise dite utilisée pour se diversifier sur les réels actifs de diversification qui sont l'or ou on a le yen et le franc suisse. Maintenant, dès qu'on aura une normalisation de la politique monétaire du yen ou du franc suisse, eh bien les flux vont encore se tendre sur des valeurs refuges telles que le gold. Donc voilà, le gold est soutenu par les entre guillemets tensions sur le marché obligataire et la baisse du dollar. Donc pour moi 1350 c'est la première résistance avant peut-être une consolidation, mais je pense qu'on ira chercher clairement les 1400. Maintenant attention, à long terme, ce graphique mensuel, non hebdomadaire pardon, hebdomadaire, voilà. Ce graphique hebdomadaire, on a cette ligne tendance qui va chercher tous les plus hauts prix de clôture, je dis bien prix de clôture hebdomadaire, depuis ses plus hauts. Donc voilà, ça sera une forte zone de résistance 1350 comme vous pouvez le constater. Si on a une clôture hebdomadaire au-dessus de cette oblique, ce sera un signal haussier très important. Direction 1400 et 1500, pourquoi pas. Alors je ne dis pas 1500 dans 2 mois, hein, mais voilà, ça serait le biais. Le biais, il serait clairement haussier. Bref, cours de l'or est haussier, donc forcément le dollar australien l'est également. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une corrélation positive entre le dollar australien et le gold que nous allons voir dans un petit instant. Juste une petite parenthèse, on regarde ce graphique qui représente les devises, les tendances des devises face au dollar. On peut voir l'euro, le NZD et l'AUD qui sont les 3 devises les plus haussières. Et on a le dollar donc qui est clairement la devise la plus baissière. Donc toutes les devises majeures s'apprécient face au dollar. Voilà, maintenant on va regarder l'AUD, USD face au gold. Voilà, AUD USD face au gold sur un mois. Je pense qu'on ne peut pas être plus explicite. Alors c'est pas encore une fois, ce n'est pas l'AUD qui drive l'or, mais c'est l'or qui drive l'AUD. Pourquoi? Parce que l'Australie est un pays qui exporte beaucoup de minerais, dont l'or, à la Chine. Donc si on a un cours de l'or qui se déprécie, eh bien on a l'économie australienne qui va potentiellement avoir du mal à progresser. Alors que à l'inverse, dès qu'on a un cours de l'or qui va s'apprécier, on va avoir plus de création de richesse en Australie. Voilà. Donc cours de l'or haussier, ça veut dire AUD, USD haussier. C'est pour ça que l'AUD USD, là à court terme on va chercher 0,80, mais je pense qu'en 2018 on va aller chercher des nouveaux plus hauts que 2017. Que ce qu'on a connu en 2017 ou même 2016. Voilà. Donc 0,80, c'est une formalité, mais je pense qu'à moyen long terme on peut chercher 0,80, 82 et ensuite voilà 0,85. Donc voilà, court terme 0,80, voire même ce niveau de prix. Maintenant attention, je pense pas que c'est maintenant qu'il faut rentrer à l'achat. Déjà que nous sommes rentrés assez tard, lorsqu'on avait le breakout jeudi dernier. Vous voyez qu'on avait, on avait quand même il me semble un ratio positif. Donc avec l'achat, c'était le breakout. Tac. On avait gestion de risque 70% de potentielle perte en mettant le stop en dessous du précédent plus bas pour 120. Donc ça faisait un ratio un peu moins de 2, ce qui était positif quand même, ce qui était largement positif, mais voilà, à ce niveau de prix actuel, ça me semble un petit peu risqué. L'or arrive près de 1350, l'AUD près de 0,80, donc voilà, patience. Patience, tout simplement. Nous voit pour ce qui est des paires majeures. Au niveau des paires croisées, écoutez, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour le moment, on l'a bien vu, dollar c'est la devise la plus faible face à toutes les autres devises, donc voilà, c'est vraiment les paires majeures qu'il faut s'intéresser, je pense, cette semaine. Donc je résume un petit peu pour ce qui est du FX. Euro-dollar, on attend le retour à 1,21 pour payer. Le GBP, on l'a pas fait, mais on attend le retour au précédent plus haut qui était à 1,35, 1,36. Voilà. Retour à 1,36, le GBP se paye. Le NZD, bon, tendance haussière qui est soutenu par la hausse du dollar australien parce que l'économie néo-zélandaise qui est quand même pas mal corrélée à celle de l'Australie. Donc si on a un dollar australien haussier, on va avoir tendance, je dis bien avoir un dollar néo-zélandais qui est également haussier. Donc le NZD-USD c'est direction 0,70. L'USD-CAD plutôt un sentiment baissier pour cette semaine, direction 1,23.
Et l'USD Yen, là c'est baissier jusqu'à 110 et ensuite à 110 on va probablement voir un rebond. Bonjour, pensez-vous que certains investisseurs vont opter pour une baisse de l'euro-dollar rapidement et la hausse de l'euro-dollar n'est pas inquiétant pour les entreprises françaises à l'export? Alors, pour répondre déjà à la deuxième question, si, hein, enfin, inquiétant, je ne dis pas, c'est pas inquiétant pour les entreprises françaises ou même européennes, hein. Pour les entreprises de la zone euro, bien évidemment, quand l'euro s'apprécie, ça rend les produits exportés de la zone euro moins attractifs. Voilà. Mais bon, c'est comme cela. On reste quand même largement en dessous des niveaux de 2014-2013, qui est à 1,30, 1,40 hein, l'euro dollar. Donc voilà, c'est pas inquiétant, mais c'est clair que ça va pas soutenir les exportations de la zone euro. Mais bon, de là à les affecter, je ne pense pas. Pour les affecter, il faudrait vraiment que l'euro revienne à 1,30, ce que je doute. Voilà. Et pour répondre à la première question, les investisseurs vont pas opter pour une baisse de l'euro-dollar. Eh bien écoutez, la semaine dernière, il n'y a jamais eu autant de positions spéculatives acheteuses de la part des hedge funds sur l'euro-dollar depuis plusieurs années. Je me répète, les hedge funds n'ont jamais autant payé l'euro-dollar depuis plusieurs années. Donc voilà, par rapport à ce que prévoient les hedge funds, c'est plutôt une tendance haussière. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une petite baisse à court terme, une petite baisse à 1,21, mais c'est pour cela que si on a une baisse à 1,21, au vu de la zone des statistiques macroéconomiques en zone euro, au vu de la marge de progression de la politique monétaire et qui n'est pas du tout pricé par le marché. Je rappelle qu'il y a environ 10-20% de probabilité d'une hausse des taux de la BCE en mars 2019, ce qui est quasiment rien. Donc le marché n'a pas encore pricé une hausse des taux. Ce qui veut dire que quand le marché va commencer à pricer, ça va encore soutenir l'euro. Et enfin, on a ces fameuses positions spéculatives des hedge funds qui ont fortement progressé. Bonjour, quand vous dites on attend un retour sur 21, cela ne veut pas dire qu'on peut jouer ce retour ce support avec un stop. Alors non, pour moi c'est trop risqué Philippe. Jouer le retour sur un 21 c'est assez risqué. On est clairement dans une tendance haussière. On a repris une tendance haussière, c'est pour cela que j'attends réellement un retour à un 21. Si on a un retour à un 21, ça s'achète. Mais de là à dire on short le prix actuel jusqu'à 1,21, ça me semble risqué. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer votre risque. Si vous pensez que c'est un bon scénario, faites-le. Si vous trouvez un ratio risque-rendement positif, faites-le. Mais voilà, pour moi, ça me semble assez risqué au vu du momentum qu'on a eu la semaine dernière. Quand même, la semaine dernière, on a eu l'euro-dollar qui a pris plus de 200 pips. Hein. Vous voyez, 300 pips. Voilà. On passe sur les indices. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions. Excusez-moi pour le petit temps pour passer sur les indices. Donc le FTSE, on arrive à 7008. 7008, c'est une zone de prise de bénéfice. On a le GBP qui commence à marquer des niveaux plus hauts. On a vu, hein, le GBP qui a marqué des niveaux plus hauts par rapport à 2017. Donc voilà, le FTSE, petite consolidation à s'attendre, je pense, pour cette semaine, en tout 7008. H4, FTSE, divergence à partir de 29,12. Merci pour votre réponse. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, en H4, divergence. Alors, je la vois la divergence. Oui, pourquoi pas. Ou une divergence sur le FTSE. Moi, je pense que le FTSE va se stabiliser sous 7008. Je ne dis pas qu'il va baisser. Hein. Je dis simplement qu'il va stabiliser. C'est compliqué de shorter hein, les indices actuellement. Si vous regardez les indices, ils sont tous haussiers. Regardez le Nikkei. Nikkei haussier à 24 000, il est à 24 000, presque 24 000, pardon. L'Eurostoxx, bon, il consolide, mais on est clairement dans une tendance haussière depuis le début d'année. Bon, Wall Street, tendance haussière également. On est à 2800. Et le FTSE, c'est pareil. Voilà, donc, vendre les indices, ce n'est pas une stratégie qui est, selon moi, payante. Maintenant, je pense qu'on peut s'attendre à une consolidation, une petite prise de bénéfice sur le FTSE. Voilà. Avant un aller jusqu'à 8000 points. Je pense que les 8000 points vont être atteints. Mais, on peut regarder que le pétrole est sous résistance. Le GBP est haussier. Donc j'ai du mal à voir
quels peuvent être les catalyseurs qui pourraient justifier une hausse du FTSE, à part s'il y a de l'appétit pour risque. L'appétit pour risque qui pourrait être généré par les publications de résultats. Publications de résultats à Wall Street qui sont attendues en très très forte augmentation. D'ailleurs, les anticipations n'ont quasiment jamais été aussi haussières que aujourd'hui sur les résultats. Donc, ce qui inquiète un petit peu le marché parce que, encore une fois, si vous avez des anticipations de la part des experts qui sont très très hautes, pour dépasser ces estimations, ça va être compliqué. C'est comme si, pour prendre un cas très facile à comprendre, si vous visez 18 sur 20, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué de faire mieux que si vous visez 10 sur 20. On est d'accord. Et bien là, c'est pareil. Sur 500 experts, je ne sais plus c'est combien le chiffre actuel, chiffre précis, mais il me semble que sur 500 experts qui ont été interrogés, il y a plus de 380 qui estiment une hausse des résultats. Alors qu'il y a un an, c'était quelque chose comme 200. Donc vous imaginez bien que sur les 380, s'il y en a qui sont déçus, eh bien ça va faire baisser le marché. Ça va être plus compliqué ça va plus être compliqué de les surprendre positivement que s'il n'y avait que 100 analystes qui étaient haussiers sur les marchés américains. Voilà. Donc, et on sait, les marchés américains, ça drive un peu tous les marchés. Donc si on a des publications de résultats négatifs aux US, ça va être compliqué pour les autres marchés. Voilà, donc le FTSE, je m'attends à une consolidation, tout comme les autres marchés, cette semaine. Moi, je m'attends pas à ce que l'Eurostoxx marque des nouveaux records ou que le FTSE marque des nouveaux records cette semaine. Alors, oui, le Olive qui me demande de tracer des traits sur les divergences. Alors, FTSE, on va se mettre déjà en journalier. Alors en journalier, non, on n'a pas de divergence sur le journalier, quoi qu'on commence à en avoir une. Regardez ici, RSI 75,85. RSI, ah non, 77, donc c'est bon. Donc là, on n'a pas encore de divergence sur le journalier. En H4, on a cette divergence. On peut la même tracer ici. Voilà, elle est légère cette divergence, elle est pas très propre. Hein. C'est pour ça que, voilà, je ne dirais pas qu'on va avoir un retracement sur le FTSE, mais on peut voir que le momentum diverge un petit peu avec le prix. Il diverge pas beaucoup, mais il diverge un petit peu. Par contre, sur le journalier, on peut voir qu'on arrive probablement au bout de course, donc on va probablement avoir une divergence qui va se former cette semaine. Et si on a une divergence qui se forme, bah on pourra peut-être s'attendre à un retour à 7007, voire peut-être 7008, voire peut-être 7006, pardon. Et si on a un retour à 7006, qui est, je rappelle, le précédent plus haut de 2017, ça serait, enfin, l'un des précédents plus hauts de 2017, ça serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Donc voilà, cette semaine, sur les marchés actions, que ce soit européen, voilà, peu importe, je m'attends à une consolidation. Maintenant, à moyen terme, on le sait, hein, je vous l'ai dit, les seuls RSI journaliers qui ne sont pas surachetés, c'est les indices de la zone euro. Donc l'AEBEX, l'Eurostoxx, le CAC, le DAX, c'est les seuls indices qui ne sont pas surachetés. Si on regarde le Nikkei, Wall Street, voilà, peu importe, ils sont le MSCI World, donc le MSCI mondial, le MSCI pays émergents, c'est également suracheté. Donc voilà, il semblerait que ceux qui ont un prix les plus attractifs actuellement, c'est probablement ceux de la zone euro. Donc si demain on a un flux, si on a un rééquilibrage des portefeuilles des marchés actions, ça devrait se faire au bénéfice de ceux de la zone euro. D'autant plus que l'euro est haussier. Donc vous imaginez bien que si vous achetez des actions européennes dans une tendance haussière et en plus de cela l'euro est haussier, ça va accélérer les rendements des investisseurs. Donc voilà, les actifs de la zone euro ont vraiment tout, encore une fois, pour être haussiers en 2018. Et pour ce qui est des matières premières, donc on regarde le brut sous résistance. Donc cette semaine, on n'est pas à l'abri qu'on marque des nouveaux records parce que quand même, hein, on regarde le pétrole presque toutes les semaines. Regardez en weekly. Vous voyez, sur
plus de 6 mois, sur 7 mois, on a eu quoi? On a eu, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 semaines de baisse. 10 sur 30. Donc, clairement, 2 semaines sur 3 étaient haussières. Donc, on est clairement dans une tendance haussière sur le pétrole, que ce soit sur le WTI ou le Brent. Le Brent, c'est encore plus propre. Sur, pareil, 30 semaines, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semaines de baisse. Donc voilà, la tendance est haussière. Néanmoins, attention, on a un récit hebdomadaire qui arrive en zone vraiment surachetée. Que ce soit en weekly ou en journalier. Les dernières fois où le RSI était à ce niveau de prix, ou était à ce niveau, pardon, de momentum, on avait une petite baisse, une petite consolidation. Regardez. Donc là, on avait le pic du RSI, le pic. Et qu'est-ce qui a suivi le pic? Une zone de consolidation. Donc voilà. Moi, ce que je m'attends à 70, c'est qu'on ait une petite zone de consolidation, que que la moyenne mobile à 50 jours monte, que court vienne trouver un support sur cette moyenne mobile, à l'image de ce qu'on a eu ici, ou à l'image de ce qu'on a eu presque ici. Voilà, la moyenne mobile, il faut plus la considérer comme une zone plutôt qu'un prix. Voilà, moi, de toute façon, tous les niveaux de support et résistance, je les considère plus comme des zones que des pips, qu'au pips près. Voilà. Donc voilà, moi ce que j'attends, c'est que le cours revienne à cette moyenne mobile à 50 jours et que ce serait le moment ce serait un point d'entrée intéressant peut-être pour passer à l'achat. Il faudra réanalyser le contexte macroéconomique, enfin fondamental à court terme, mais si on a le même contexte qu'actuellement, ça serait clairement une stratégie acheteuse qu'il faudrait mettre en place. Donc que ce soit le Brent, le Brent ou le brut. Donc Brent, brut, résistance à 65 $, pas de dépassement cette semaine, à part si on a un nouveau déstockage aux États-Unis, un déstockage plus important que ce que pourrait le consensus. Et pour ce qui est du Brent, c'est pareil. Le Brent qui est peut-être un petit peu moins exposé aux statistiques américaines, donc je le préfère actuellement, ce Brent. Moi, mon Brent prévision 2018, 80 $. Pour ce qui est de l'or, donc on l'a vu, haussier jusqu'à 1350. Ensuite, petite zone de consolidation. Le gaz, comme ce qui est de l'énergie, donc là on a 30 $. Consolidation à s'attendre. Le cuivre, on a 72, le cuivre qui devrait être soutenu par la hausse de la croissance mondiale. Moi, j'ai créé un petit index pour ceux qui ont TradingView, je peux vous le partager. Alors, c'est un index qui est pondéré, de la même façon. Enfin, tous les actifs qui sont dedans sont pondérés de la même façon. C'est pas que des matériaux, c'est également l'énergie. C'est, on va dire, les hard commodities. Les hard commodities, c'est les métaux et l'énergie. Et en fait, c'est pondéré équitablement par rapport au prix de 2018, au 1er janvier 2018. 2010, pardon. Donc par exemple, si là on avait le gold, pourquoi j'ai divisé par 1096? Parce que le gold, le 1er janvier 2010, valait 1096 $. Et etc. etc. Donc j'ai pris en considération que, en final, l'or valait la même chose que l'argent, le Brent, le gaz, etc. au 1er janvier 2010. Donc on a une pondération qui a changé depuis, mais qui était pondérée équitablement au 1er janvier 2010. Donc pour moi, c'est un indice qui reflète assez bien la tendance des matières premières. Alors les indices, on peut en créer des tas, j'aurais très bien pu ne pas pondérer, mais si je n'avais pas pondéré, on aurait le gold, puisque le gold a un prix extrêmement important, 1400, plus de 1300 actuellement, ça aurait écrasé tous les autres niveaux de prix. Donc on n'aurait pas eu de pondération équitable. Mais on peut voir donc sur 5 ans. Voilà, sur 5 ans, on a ces matières premières qui sont assez haussières, qui sont attendues à la hausse, grâce à la hausse, à estimation positive de la croissance mondiale. Je rappelle, la Banque mondiale la semaine dernière a annoncé que sa prévision de croissance était de 3,1%. Prévision de croissance mondiale était de 3,1%,
alors qu'en 2017 a été de 3%. Donc on a une hausse probablement de la croissance mondiale en 2018. Et au niveau du FMI, nous avons donc le FMI qui va annoncer ses projections cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc si pareil le FMI anticipe une accélération de la croissance mondiale, les premiers bénéficiaires de l'accélération de la croissance mondiale, c'est les métaux, les hard commodities. Parce que ces hard commodities, nous en avons besoin pour produire et pour consommer. Consommer l'énergie, tout ce qui est consommation d'énergie, et tout ce qui est production, donc les métaux. Voilà, donc les métaux, 2018, ça devrait être une bonne année. Donc le silver, François, le silver qui est extrêmement corrélé au cours de l'or. Si vous avez une perspective haussière sur le cours de l'or, vous devriez en avoir une haussière également sur l'argent. L'argent, qu'on va voir tout de suite. Tac. Donc l'argent. Voilà, donc l'argent pour moi, c'est direction 18 $. Direction 18 $, qui correspond au plus haut de septembre 2017. Le plus haut de septembre 2017 sur l'or, c'est 1350. Donc si on superpose un petit peu gold, silver sur un an, vous voyez que le silver a pris un peu de retard. Néanmoins, ils sont corrélés positivement sur 5 ans. Voilà. Tout confondu, on a quand même une corrélation qui est extrêmement positive. Donc voilà, moi je m'attends à un rattrapage de l'argent. Bon, l'argent n'a pas ce caractère de refuge comme l'or. Certes, de toute façon, les matières premières sont des valeurs refuges de manière générale, surtout les métaux, mais surtout le cours de l'or. On sait tous, hein, le cours de l'or, c'est la valeur refuge par excellence. Voilà. Donc le cours de l'or, c'est normal qu'il superforme l'argent parce qu'il a ce caractère-là. Mais je pense que le silver, on peut très bien s'attendre à un retour à moyen terme de son plus haut de septembre 2007, comme ce qu'est en train de faire le cours de l'or. Donc, voilà, l'argent, je ne serais pas surpris si d'ici 2-3 semaines, il soit à 18 $. D'autant plus que le momentum est toujours orienté à la hausse, donc voilà, on a un breakout de cette résistance, c'est peut-être le moment d'acheter l'argent. Alors en termes de ratio risque-rendement, on est au niveau de prix, donc on risquerait, si on mettrait un stop en dessous du précédent, hein, plus bas, on risquerait 500 et on viserait 670, donc ça fait un ratio de 1,30, ce qui n'est pas négligeable, donc à vous de voir si ça vaut le coup, mais je pense que ça peut être intéressant. Si on utilise Fibonacci, on considère qu'un retracement ou une accélération de 50% sur un mouvement sont des niveaux intéressants si on est à des niveaux de support résistance. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez si un retracement de 50% est intéressant pour reprendre, se réintégrer dans la tendance de fond. Si c'est le cas, oui, 50% c'est un bon niveau. 61,8 c'est encore mieux. En fait, pour certains, il n'y a pas de règle vraiment précise là-dessus. Pour certains, un retracement au-delà 61,8%, c'est plus considéré comme un retracement, mais comme un changement de tendance. Voilà. Je vais illustrer un petit peu les propos assez rapidement parce que je prends beaucoup de votre temps ce matin. Mais alors, on va essayer on va se mettre sur le cours de l'or. Voilà. Alors par exemple, on a cette tendance. On a un retracement de plus de 61,8. Donc là, on va considérer que ici c'est un retracement et là on a un changement de tendance. Pour d'autres, ce changement de tendance interfère au niveau de 72% de 72 et quelques pourcents de Fibonacci. Donc c'est précisément, moi je n'utilise pas 72, vous l'aurez compris, pour moi c'est 61,8, 61,8, voilà, j'ai appris comme cela, donc je ne vois pas pourquoi je changerai, mais alors, voilà, donc c'est 76,4. Pour d'autres, il faut un retracement au-delà de 76,4% de la tendance
de la précédente tendance pour considérer que ce n'est plus un retracement, mais un changement de tendance. Donc voilà. Alors, on va mettre 76,4 juste pour vous l'afficher. Voilà, 76,4. Vous voyez qu'on a eu un parfait rebond. Donc là, sur cet exemple, 76,4 aurait été mieux. Maintenant, il y a d'autres exemples où ça marche moins bien. Voilà, donc c'est à vous de voir, vraiment, vraiment c'est à vous de voir. Mais c'est sûr que 50% de retracement, c'est déjà un très bon niveau. Un mot sur le DAX, pardon, j'ai oublié le DAX. Alors le DAX, comme tous les autres marchés, hein, actions européens ou journaliers aujourd'hui, étant donné que Wall Street est fermé, je m'attends à une consolidation. Donc le DAX, il revient sur 13 200 points en intraday. 13 200 points, on a un support à 13 171. En une heure, qu'est-ce que nous avons? On a un support, voilà, encore une fois, à 13 170. Ce niveau de support, il se paye. Regardez, rebond le 12 janvier, rebond le 11 janvier. Donc pourquoi pas payer le DAX sur ce niveau de prix? Maintenant, d'un point de vue fondamental, on n'a pas vraiment de catalyseur. Aujourd'hui, c'est une journée creuse en termes de statistiques de la zone euro, et même en statistiques d'un point de vue global. D'un point de vue politique, zone euro, il me semble qu'en Allemagne, on n'a pas de nouvelles. Enfin, on n'a pas de nouvelles par rapport à vendredi. Je vous rappelle que vendredi, on a eu une coalition qui a été formée en Allemagne. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Ce week-end, nous n'en avons pas eu, que ce soit en Allemagne ou en Espagne. Donc voilà, en intraday, on n'a pas de catalyseur, je dirais, qui devrait casser ce niveau de support. Donc pourquoi pas payer les 13 170. Payer pour prendre des bénéfices assez tôt, hein, en intraday. 13 250, ça me semble un peu de temps, à un niveau assez intéressant. Voilà pour mes points, je dirais, en intraday, ce qui est du DAX. Alors, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions, il est 9h47, je reste avec vous encore 3 petites minutes. En partant de 13 200, nous sommes HOC. Alors, oui, en partant de 13 200, je dirais même un peu plus bas. Le niveau de support, vous voyez, il est à 13 000, enfin moi j'en ai un, personnellement, à 13 170. Donc, voilà, pourquoi pas attendre un retour à 13 170. Maintenant, si vous voulez payer 13 200, pourquoi pas. Mais, essayez de... soyez ouverts quant à une possible baisse jusqu'à 13 170. Donc si vous payez 13 200, voilà, peut-être mettre un stop en dessous des 13 170. Parce que ça reste un potentiel baissier jusqu'à 13 170. Hein. On peut voir ici 13 200 n'a pas tenu le vendredi. Ça a tenu par contre 13 170. Pareil pour jeudi. Les 13 200 n'ont pas tenu. Mais les 13 170 ont tenu. Voilà, donc s'il y avait un support à noter ce matin, c'est réellement ce niveau de prix à 13 170 points. Voilà, et pour ce qui est des cryptos, alors pour ceux qui s'intéressent, j'intègre de plus en plus les cryptos parce que j'ai de plus en plus de questions dessus. Les cryptos, les cryptos, pardon. Le Bitcoin, eh bien, consolide dans cette impulsion, dans ce retracement de 50% de l'impulsion haussière. Donc on peut voir, comme annoncé dans mon article que j'ai publié mercredi dernier, ce niveau à 13 000 points se paye, 12 600 pour être précis. 12 600 ça se paye sur le Bitcoin, ça se paye pour viser les 17 000. Pour ce qui est de l'Ethereum, bon, l'Ethereum, on a une petite consolidation de toute façon sur le marché, mais bon, la tendance elle reste clairement haussière. Litecoin, c'est pareil, et Ripple également. Voilà, Ripple, Litecoin, j'ai pas vraiment d'avis à court terme. Néanmoins, ça reste des devises qui sont, enfin, des crypto-monnaies qui sont orientées à la hausse. Donc pas de stratégie vendeuse à mettre en place. Oui, à propos de cela, un jour les 20 000 dollars pour le Bitcoin, alors oui, hein, probablement, Olive. Hein. En tout cas, ça me semble plus probable que le Bitcoin revienne à 20 000, parce qu'il l'a atteint, il l'a presque atteint, plutôt qu'il revienne à 10 000 points, au vu de la tendance. On est quand même dans une tendance qui est clairement haussière. Donc voilà, ça me semble, oui, probable qu'on atteigne les 20 000. Maintenant, vraiment, pour qu'on ait un nouveau, je pense, hein, bull market sur le Bitcoin, il faudrait que la communauté se mette d'accord pour faire améliorer la technologie. Parce que ça fait peut-être 8 mois, 8 ou 9 mois, que la technologie, la blockchain du Bitcoin ne s'est pas améliorée. Alors que le nombre d'utilisateurs a été multiplié par, je sais pas combien, 2, 3, je ne sais pas.
mais ça ne m'étonnerait pas que, au vu, hein, comme on le voit en 2017, peut-être que le mot le plus recherché sur Google, ça a dû être Bitcoin. Je ne sais pas, mais en tout cas le Bitcoin ça a été très très présent, on l'a vu. Ça serait beaucoup démocratisé en 2017 partout dans le monde. C'est devenu vraiment un sujet que tout le monde a discuté, hein. Donc alors que il y a un an ou deux, vraiment peu de monde connaissait. Donc voilà, le Bitcoin euh, pour vraiment que la devise redécolle vraiment longtemps, faudrait que la communauté soit d'accord sur des mises à jour. Parce qu'actuellement, il y a des développeurs qui travaillent sur des mises à jour, mais elles ne sont pas acceptées et donc elles sont appliquées à coup de fork. Donc on a des nouvelles cryptos qui sont créées. Mais au final, le Bitcoin en lui-même, le Bitcoin classique, ça fait 8 mois que sa technologie n'a pas été améliorée. Et du coup, on a une blockchain qui n'est plus fluide parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a 2, 3 fois, 4 fois peut-être plus d'utilisateurs. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais voilà, le nombre d'utilisateurs a considérablement augmenté. Donc là, les coûts sont élevés. La rapidité n'est plus ce qu'elle était, donc elle est beaucoup plus lente. Donc voilà. Et en plus de cela, on a des cryptos qui viennent de plus en plus compétitives, de plus en plus intéressantes, avec des coûts extrêmement faibles, une fluidité beaucoup plus importante que celle du Bitcoin. Donc voilà, on a forcément des cryptos qui, d'un point de vue caractéristiques techniques, sont beaucoup plus intéressants que le Bitcoin. Donc si le Bitcoin n'arrive plus à se démarquer, je ne dis pas que ça va être la mort du Bitcoin, mais en tout cas, ça va être l'absence de nouvelles tendances haussières. En tout cas, c'est comme ça que je justifie cette consolidation. Voilà, donc si demain on a une communauté euh, qui accepte une amélioration de la blockchain, une avancée de la blockchain, pour moi, ça serait un catalyseur qui permettrait une hausse. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, consolidation. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Moi, je vois qu'il y a peu de questions. Merci Olive, hein, pour vos compliments. Merci à tous, hein, pour d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir. Attention, ce soir avant de partir, je présente mes prévisions pour 2018, toutes mes prévisions. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Vous allez dans le calendrier, séminaire en ligne, et là vous avez les prévisions de vente en francs pour l'année 2018. Je vous envoie le lien. Inscrivez-vous, c'est à 18h heure française. Et voilà, écoutez, j'espère vous voir nombreux. Je ne pense pas que le webinaire sera en replay sur YouTube pour garder l'exclusivité. Parce que voilà, mon webinaire quotidien, il n'y a pas de souci pour que je le mette sur YouTube, mais pour ce qui est des webinaires spéciaux comme celui-ci, je pense qu'il faut garder un petit peu d'exclusivité. Donc voilà, je vais voir si je vais le mettre sur YouTube. Peut-être que je vais l'envoyer à ceux qui ont été présents pour voilà garder comme preuve parce que je pense que c'est important que tout le monde pour que le système soit transparent. Mais je pense qu'en même temps il faut garder un petit peu d'exclusivité. Donc voilà. Écoutez, à ce soir pour ce que je retrouve dans mon prochain webinaire. Sinon à demain matin pour mon prochain webinaire point de marché. Voilà, excellente journée, soyez prudents et à ce soir.